Vous êtes-vous déjà demandé où se trouve la limite de l'univers? Où se situe cette ligne au-delà de laquelle l'univers n'existe plus et à quoi pourrait ressembler cette région? Cette frontière existe-t-elle vraiment? En effet, nous savons que l'expansion de l'univers ne s'est jamais arrêtée depuis sa naissance. Hubble, abonne-toi. Voici une vérité simple, tout commence et finit. Nous pouvons affirmer que cela concerne aussi l'univers. C'est logique, mais il faut rappeler que nous ne voyons pas l'univers en entier. Tout dépend de la vitesse de la lumière. C'est pourquoi nous observons cette partie de l'espace dont la lumière s'est réfléchie et a atteint la Terre au cours des milliards d'années d'existence de l'univers. Cette région, nous l'appelons l'univers observable ou la métagalaxie. Nous sous-entendons que dans cette partie de l'univers, il existe des possibilités pour des recherches astronomiques. Les objets les plus éloignés que nous pouvons observer se trouvent à une distance de 45 milliards d'années-lumière de nous. L'univers observable contient environ 200 milliards de galaxies de différents types. Il s'avère donc que, par rapport à nous, habitants de la Terre, l'univers a des limites. Il prend également une forme plus ou moins nette de sphère. Cependant, en réalité, l'univers est bien plus vaste. Mais à quoi ressemble-t-il au-delà de la partie visible? Nous devons découvrir à quel point l'espace est vaste et s'il a vraiment une limite. S'il n'y a pas de limite, alors comment l'univers fonctionne-t-il? Toutes ces hypothèses nous posent maintenant des problèmes. Si l'univers a des frontières, cela impliquerait qu'il existe quelque chose au-delà de ses limites. Cependant, cela contredit l'affirmation selon laquelle l'univers est tout ce qui existe dans notre monde. C'est son essence et sa base. En même temps, nous pouvons envisager que l'espace de l'univers soit tout de même limité, mais qu'il n'y ait pas de frontières à proprement parler. Il reste encore beaucoup de questions. Que voulons-nous vraiment dire par ces mots? Prenons un exemple. Imaginez que vous partez faire le tour du monde. Disons que vous avez décidé de vous déplacer uniquement vers l'Est. Et là, vous parcourez des kilomètres, des centaines de milliers de kilomètres, et finalement vous revenez au point d'où vous êtes parti pour commencer votre voyage. Seulement vous l'avez quitté en allant vers l'Est, et vous y êtes revenu par l'Ouest. Ceci est une illustration frappante de ce que nous appelons un espace limité sans frontières. Comme vous le voyez, la Terre n'est pas infinie, mais en même temps, elle n'a tout simplement pas de bord. Bien sûr, l'univers n'est même pas une planète, mais nous pouvons l'imaginer, disons, sous la forme d'une hypersphère. Elle est justement composée de points dans un espace à 4 dimensions. Ce sera au plus près de la situation décrite. Il s'avère que, dans ce cas, si nous envoyons un satellite au cœur de l'univers, tôt ou tard, il reviendra vers nous. Pourquoi cela peut-il se produire? Comme d'habitude, tout est une question de gravité. Elle courbe le temps et l'espace. Plus la concentration d'objets massifs dans une région est grande, plus la courbure est forte. Tout cela conduit à ce que l'univers se courbe tellement qu'il se connecte à lui-même, formant une hypersphère. Si cette théorie est juste, cela ne diminue pas nos questions. Par exemple, dans ce cas, comment pouvons-nous comprendre à quel point l'univers est immense? Au départ, indépendamment de cette théorie, les scientifiques ont essayé de trouver l'horizon de l'univers, ce qui prouverait sa sphéricité. Cependant, cela n'a pas abouti. Si l'on considère la théorie de l'hypersphère, il nous semblerait que nous vivons dans un univers plat, car ses dimensions devraient être immenses. Au fait, parlons des dimensions. Si l'on essaie au moins d'estimer ces dimensions, il s'avère qu'un univers de cette forme devrait être au moins 1000 fois plus grand que la partie observable. Actuellement, nous n'avons pas de calcul précis. En réalité, l'univers pourrait même dépasser des milliards de fois la taille de la partie que nous pouvons observer. La théorie de l'hypersphère n'est pas la seule. Il existe aussi des versions encore plus étranges, voire quelque peu comiques. Que diriez-vous si je vous disais que notre univers est en réalité un beignet? Oui, vous avez bien entendu. Et si la forme de l'univers ressemblait plutôt à un anneau en 3 dimensions? Dans ce cas, tout se passerait comme avec une hypersphère. Nous reviendrons à nouveau au point d'où nous avons commencé notre voyage. Bien sûr, il y a ici certaines nuances qui pourraient vous sembler assez étranges. Si l'univers prend la forme d'un hyperbeignet particulier, alors, en raison de sa structure spécifique, des phénomènes étranges peuvent apparaître. Par exemple, si 2 satellites commencent leur voyage à partir du même point avec la même vitesse constante, l'un d'eux reviendra au point de départ avant l'autre.
Ou disons, il peut apparaître dans l'espace ce qu'on appelle un effet miroir, où nous pouvons voir un même objet à deux endroits différents en même temps. Ainsi, nous pouvons observer une comète qui vient juste de se former, et en tournant simplement la tête, nous pouvons déjà la voir s'écraser sur une planète. Voilà les jeux que la lumière peut nous jouer. Compte tenu d'une structure aussi étrange et artificielle, un tel univers serait le plus petit par rapport à toutes les autres options possibles. Ces dimensions ne dépasseraient que de quelques fois celles de l'univers observable. Cependant, il faut noter que ces conclusions manquent d'arguments, donc les scientifiques peuvent complètement se tromper sur les dimensions. Voilà, en principe, nous avons examiné les options d'un univers limité. Mais alors, qu'en est-il de la version selon laquelle l'univers serait en réalité infini ? En réalité, la plupart des scientifiques acceptent par défaut cette option, car elle est décrite dans le modèle cosmologique. Cela nous aide à comprendre quels processus se produisent dans la partie observable de l'univers et comment nous nous représentons un univers infini. C'est un espace dans lequel on peut voyager éternellement, sans même changer de cap, tout en rencontrant constamment de nouveaux objets. Et cela nous est assez difficile à comprendre. L'univers aurait-il alors pu exister de toute éternité, ou bien son origine repose-t-elle justement sur ce fameux néant ? Ici, on peut s'appuyer sur des preuves que, à un moment donné, il y a bien eu un Big Bang dans l'univers. Cela veut donc dire qu'elle a un début. Et c'est là qu'il faut noter un point intéressant. Nous savons que l'univers est en expansion constante. Cependant, s'il était infini à l'origine, comment cette expansion pourrait-elle avoir lieu ? Ici, nous pouvons seulement dire qu'en conséquence de l'expansion, la distance entre les galaxies et leurs amas augmente. Autrement dit, en fait, même une structure infinie peut augmenter de taille. Voilà le paradoxe auquel nous sommes confrontés. C'est très difficile à comprendre et à accepter. Cependant, c'est là toute la beauté de l'univers. Il est mystérieux, plein d'étrangeté, et cela donne encore plus envie de l'explorer. Le paradoxe de l'univers infini nous pousse à réfléchir à la nature du cosmos et à la place que nous y occupons. La notion d'infinité de l'univers nous amène à douter de notre propre perception de ce concept. Nous commençons même à douter de la capacité de notre esprit à appréhender de telles notions abstraites. Ainsi, nous pouvons tirer des conclusions contradictoires, difficiles à comprendre et à accepter. Aimez-vous observer les vagues de l'océan venir régulièrement s'échouer sur le rivage et admirer des couchers de soleil incroyables lorsque le soleil orangé disparaît dans la profondeur turquoise de l'eau ? L'océan immense est l'un des plus beaux paysages terrestres, mais il est étrange de penser que les océans n'existent tard que sur Terre. Vous vous souvenez de la planète Miller dans le film Interstellar et des montagnes géantes que l'équipage a vues à l'horizon ? Par la suite, ces montagnes se sont révélées être d'énormes vagues de marée, bien plus grandes que tous les tsunamis sur Terre. Wow. Bien sûr, ce film est de science-fiction, mais de tels mondes existent vraiment dans l'univers et sont appelés des Hygiens. Ce nom étrange s'explique facilement. Il vient des mots hydrogénium, hydrogène et océan. Ces mondes aquatiques hypothétiques pourraient être habitables, d'où les recherches actuelles du télescope James Webb sur ces exoplanètes. L'appareil vise à détecter sur leur surface des signes de biosignature, c'est-à-dire toute trace d'activité vitale ou ses effets. Cela signifie que si la vie existe ou a existé dans le passé sur la planète Gigian, James Webb découvrira forcément au moins quelque chose qui en témoigne. Que sont donc ces mondes étonnants, inexplorés et mystérieux ? Existe-t-il des candidats au titre de Gigian ? Pour la deuxième question, oui, il y en a. Et c'est la planète K218b, elle se trouve à 124 années-lumière de la Terre. Son étoile parente est la naine rouge K218. La planète effectue une révolution complète autour de son étoile en un temps record, seulement 33 jours terrestres. Il s'agit très probablement d'une super-Terre, c'est-à-dire que la masse de cet astre dépasse largement celle de la Terre. La planète a été découverte en 2015 et depuis, elle a été étudiée par plusieurs télescopes, dont Hubble, notre célèbre homonyme, et Kepler. Ce sont eux qui ont découvert un excès de vapeur d'eau dans l'atmosphère. C'est ainsi qu'est née l'hypothèse d'une véritable planète icéenne. Et déjà en 2023. James Webb a examiné de plus près la planète K218b. Et qu'a-t-il découvert ? Il a trouvé des traces de diméthylsulfure,
une substance qui, sur Terre, est produite exclusivement par des organismes vivants. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous devons immédiatement préparer nos maillots de bain et faire nos valises. S'il y a de l'eau sur la planète, elle pourrait très bien être à l'état bouillant, et avec le temps, d'autres faits pourraient apparaître, empêchant l'humanité d'y émigrer. Cependant, il est indéniable que K218b est dans la zone habitable de son étoile, ce qui en dit long. Des planètes similaires à Gigiana ont-elles déjà été découvertes auparavant? Oui, cela a été le cas. Il s'agit de XO, 1b, WASP, 12b, DIC7b et DIC9b ainsi que haute définition 209 458 b. Cependant, c'est la première planète, supposément avec de l'eau à sa surface, qui se trouve précisément dans la zone habitable de son étoile parente. Répétons-le, pour les terriens, cette information n'a qu'un intérêt scientifique, comme dans le film Interstellar. Même si cette planète possède un océan, il est probablement continu, sans le moindre signe de terre ferme. De plus, les caractéristiques de ce plan d'eau peuvent ne pas du tout correspondre à nos idées optimistes. En 2028, le télescope Ariel sera lancé. Il est destiné à déterminer la composition des atmosphères des exoplanètes. À ce moment, les scientifiques espèrent beaucoup apprendre sur les IJN. Et maintenant, essayons de répondre à la première question posée au début de la vidéo. Que sont exactement les planètes IJN si l'on modélise brièvement leurs conditions dans un langage compréhensible pour le grand public? Commençons par l'échelle et la profondeur des réservoirs d'eau mondiaux. La profondeur moyenne des océans terrestres atteint 4 km, cela sans compter la fosse des Mariannes, mais elle constitue une exception. Mais les Gigianes sont plus impressionnants. Leur profondeur peut atteindre 100 voire même 100 km. Il est difficile d'imaginer un bathyscaphe ou un sous-marin ayant pour objectif d'atteindre le fond d'un tel bassin. Il est probable que Cameron n'aurait jamais attendu la plongée. Quoi d'autre, en plus de l'abîme aquatique, peut-on ajouter aux caractéristiques des géants gazeux? Très probablement, ils possèdent une atmosphère très dense, composée de vapeur d'hydrogène qui retient parfaitement la chaleur. Sa pression doit être suffisante pour que l'eau liquide reste à la surface de la planète. Concernant la température des étendues d'eau à leur maximum, on peut dire la chose suivante. Elles peuvent être extrêmement basses ou bien trop élevées. Imaginez seulement un océan où l'eau bout à une température atmosphérique de 200 degrés Celsius, et cela, c'est 2 fois plus que la température d'ébullition habituelle. Pourquoi de tels océans ne s'évaporent-ils pas? Rappelez-vous ce que nous avons dit un peu plus tôt. Une pression atmosphérique extrême. C'est précisément cette pression qui empêche les étendues d'eau de s'évaporer. En fait, les conditions décrites ressemblent beaucoup à celles de Vénus, c'est-à-dire qu'elles sont absolument inadaptées à la vie. Mais il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, car la vie pourrait très bien se former à l'intérieur de l'océan. En quoi ces planètes sont-elles pires qu'Europe, le satellite de Jupiter? Après tout, rien ne nous empêche de supposer qu'il y a de la vie dans son océan sous-glaciaire. Et alors, à cause de l'effet de serre, il ne fera pas forcément une chaleur torride sur la planète Gikea. Ce n'est pas si simple. Par exemple, si un corps céleste est en rotation synchrone avec son étoile, il peut faire assez frais sur la face opposée du corps céleste, suffisant pour développer certaines formes de vie. D'ailleurs, à propos de fraîcheur, sous l'énorme pression d'une couche d'eau profonde de plusieurs milliers de kilomètres, une glace d'une toute nouvelle formation peut se former, pas celle à laquelle nous sommes tous habitués. Faisons une petite excursion scientifique. La glace atmosphérique formée à la surface de la Terre n'est pas la seule de ce type. Par exemple, si l'on refroidit de l'eau à une vitesse d'1 million de Kelvin par seconde, on obtient de l'eau vitrifiée, une substance totalement exotique, inimaginable pour l'esprit humain. La glace peut être refroidie sous une pression énorme, transformée en poussière de diamant ou comprimée à des températures élevées. On pense que ces substances ultra-résistantes recouvrent les déserts, sans vie de Neptune, Pluton, Charon et Titan. La glace 5 relevant aussi de ce paradigme a la structure la plus complexe de toutes les formes de cette substance. Pour l'obtenir, il faut refroidir l'eau dans des conditions particulières, moins 20 degrés Celsius et une pression de 500 mégapascales. Cette glace ne fond qu'à 50 degrés Celsius pas moins. Pourquoi mentionnons-nous cela ? De nombreux scientifiques estiment que, dans les planètes ICN, de tels blocs de glace pourraient se former sous pression au fond des océans. Peut-être que tout l'océan est fait de cette eau vitreuse mentionnée plus tôt.
Des découvertes étonnantes nous attendent à l'avenir. Cependant, revenons à la modélisation des conditions sur les planètes ICN. Et si un tel corps céleste manque de la lumière de son étoile hôte? Pas de problème. Un noyau chaud et une atmosphère dense feront l'affaire. Grâce à eux, l'océan retient assez de chaleur pour permettre la vie. Fait remarquable, les astrophysiciens sont presque certains, d'après les données obtenues, que les planètes ICN sont majoritaires dans l'univers, même plus nombreuses que les super-terres ou les géantes gazeuses. Une conclusion inattendue, n'est-ce pas? Cependant, il ne faut pas se faire d'illusions trop optimistes. Si la vie existe sur ces planètes, elle sera probablement composée de micro-organismes, ou, dans le pire des cas, par des créatures grotesques rampant au fond d'immenses océans, ou nageant maladroitement dans leur profondeur. Dans tous les cas, ce n'est pour l'instant qu'une supposition. Et si les rumeurs sur l'habitabilité des planètes ICN étaient grandement exagérées? Raisonnons logiquement. Quelles sont les conditions nécessaires à l'apparition de la vie? Je parle d'une forme de vie dont la formation ressemble à la nôtre. Il faut 3 conditions clés. Une source d'énergie, c'est-à-dire une étoile ou des processus géothermiques, des nutriments et de l'eau liquide. Ce n'est pas énorme en y pensant. En ce qui concerne l'étoile parente, les planètes ICN ne peuvent exister qu'autour des naines rouges. C'est là qu'on les trouve principalement, car même les étoiles jaunes, comme notre Soleil, sont trop chaudes pour elles. L'eau s'évaporerait simplement. Quelle que soit la densité de l'atmosphère, il existe un autre aspect qui plaide en faveur de l'habitabilité des océans mondiaux. Au stade de la formation de tels corps célestes, ils ont très probablement subi un bombardement météoritique. Cela signifie que de nombreux olesins en estalage, puis de nombreux objets cosmiques ont coulé dans leurs eaux, enrichissant ainsi le liquide en métaux et en matières organiques. C'est très utile, car la lithosphère de ces planètes est peu développée. Il n'y a pas seulement pas de continent, mais même pas d'îles ou de chaînes de montagnes d'où l'on pourrait extraire les oligo-éléments nécessaires. De plus, les conditions dans certaines de ces vastes étendues d'eau peuvent être trop extrêmes. C'est pourquoi seuls des organismes de type extrémophile peuvent y survivre. Mais ce ne sont que des conclusions préliminaires. Personne ne sait avec certitude. Il se peut que les géocéans soient d'un stérile et que nous ayons de faux espoirs. Pour finir, il est temps d'aborder des théories vraiment fantastiques. Pour les illustrer, rappelons-nous le roman du futurologue polonais Stanisław Lem, Solaris. L'œuvre raconte l'histoire d'une planète dotée d'un océan intelligent. Ce bassin étonnant influençait l'orbite de sa planète, empêchant sa collision avec d'autres corps célestes. Il savait aussi créer d'étranges structures au-dessus de la substance gélatineuse qui le composait. Et si au moins une planète JKN ressemblait à celle imaginée par Stanisław Lem? Si l'on se souvient des prophéties de H.G. Wells ou d'autres auteurs de science-fiction, ce n'est pas si insensé que ça. En d'autres termes, nous explorerons la vie dans l'océan, tandis que l'océan sera lui-même vivant et conscient. Dans cette œuvre, une phrase prophétique a été prononcée. Nous ne cherchons personne d'autre que l'homme, nous n'avons pas besoin d'autre monde, nous avons besoin d'un miroir. C'est ainsi que l'on peut qualifier toutes nos recherches, liées aux conceptions terrestres de l'origine, de la formation et du développement de la vie. Mais ne sombrons pas dans la mélancolie, car il est possible que nous soyons à l'aube de grandes découvertes et que les planètes ICN jouent un rôle décisif dans le destin de l'humanité future. Et peu importe de quoi elles sont remplies, de liquides supercritiques, de glace chaude ou de protoplasme, il nous faut tout de même les étudier. Cette expérience offrira davantage de possibilités et de connaissances aux sciences terrestres sur les objets de l'univers. Si vous n'étudiez pas la physique, toute votre vie sera remplie de miracles et de surprises, et ce n'est pas du tout une blague. En effet, tout ce qui nous entoure, de la pomme tombant sur la tête de Newton à l'expansion de l'univers, fonctionne selon les lois fondamentales de cette science impitoyable. La vie changeante fait que ce en quoi vous croyez fermement s'avère souvent illusoire avec le temps. Prenez par exemple la 5e force de la nature. Est-ce un mythe ou une réalité ? Tous ceux qui ont ouvert un manuel de physique savent qu'il n'y en a que 4. D'où vient donc la 5e ? Nous aussi, nous avons été intrigués et nous avons creusé plus profondément. Est-il difficile de chercher un chat noir dans une pièce sombre, surtout s'il n'y est pas ? Cette question posée autrefois par Confucius est considérée comme rhétorique.
Elle s'applique aux tentatives de prouver quelque chose d'improuvable ou manifestement faux. Peut-on relier cet aphorisme à la recherche de la cinquième? Existe-t-elle et si oui, en quoi se manifeste-t-elle exactement? Aucune de ces questions n'a encore reçu de réponse raisonnable. Qu'est-ce que la cinquième force de l'univers et pourquoi les scientifiques la recherchent-ils autant? En fait, ces dernières années, avec l'augmentation du nombre de découvertes, le modèle standard sur lequel repose toute la physique que nous connaissons commence littéralement à craquer de partout. Des preuves de phénomènes totalement différents, qui ne relèvent pas des lois habituelles, apparaissent sans cesse. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les fondements théoriques de la physique moderne, rappelons brièvement sur quoi ils reposent. En physique des particules élémentaires, il existe 4 forces fondamentales: la gravitation, le phénomène de l'électromagnétisme, ainsi que l'interaction nucléaire forte et faible. Ce sont elles qui gouvernent tous les objets et particules dans l'univers, qui font qu'un ballon de basket, après avoir traversé le panier, tombe sur la Terre. Et si nous ne nous sommes pas encore désintégrés en atomes, c'est aussi grâce à elles. Mais récemment, cette forteresse inébranlable a commencé à s'effondrer. Pourquoi ? Tout cela est dû à des découvertes soudaines qui ne s'intègrent absolument pas dans le modèle standard mentionné. Les 2 pires ennemis de cette base physique sont la matière noire hypothétique et l'énergie noire. Vous voulez des exemples ? Allez-y. Les scientifiques ont longtemps analysé le comportement des galaxies, en particulier leur vitesse de rotation, et ils ont fini par découvrir qu'il y avait quelque chose d'anormal avec la masse totale de l'univers. Une grande partie de cette masse est attribuée à une substance inconnue. Cette forme de matière a été appelée matière noire. Les astrophysiciens ne se sont pas arrêtés là et, à la suite de recherches supplémentaires, ils ont découvert que l'univers ne fait pas que s'étendre, mais qu'il accélère considérablement au cours de ce processus. Mais pour cela, il faut dépenser une quantité d'énergie incroyable. La question est, d'où l'univers tire-t-il son énergie ? Les scientifiques sont conclus à l'existence d'une forme d'énergie encore indétectable, qu'ils ont appelée sombre, par analogie avec la matière. C'est précisément à elle qu'on associe cette fameuse 5e force qui devrait, comme par magie, expliquer toutes les incohérences des découvertes récentes avec les lois de la physique moderne. Ni la matière sombre, ni l'énergie sombre ne sont observables directement. Leurs formes, caractéristiques et composition restent inconnues à ce jour. Après tout, nous cherchons un chat noir inexistant dans l'obscurité totale. Mentionnons une nuance importante. Chaque interaction du modèle standard possède ses propres particules subatomiques pour transmettre l'information. Les gluons, les bosons, les photons et, pour l'instant, les gravitons non encore prouvés. Par conséquent, la matière noire et l'énergie noire devraient également posséder des particules similaires. Les scientifiques suggèrent que les VUM dans ce cas, mais cette information n'est pas essentielle pour l'instant. Autre chose, les physiciens ont-ils obtenu ne serait-ce que quelques preuves de l'existence d'une 5e force contrôlant la matière noire et l'énergie noire ou d'une particule subatomique correspondante? Vous serez surpris, mais oui. Au cours de l'expérience MUONG, menée par des scientifiques au laboratoire Fermi, situé dans la petite ville de Batavia près de Chicago, une avancée majeure a été annoncée. Les expérimentateurs affirment avoir découvert une 5e force de la nature ou une particule subatomique inconnue. En quoi consistait l'expérience ? Par analogie avec le grand collisionneur de Hadron, une particule appelée muon a été accélérée dans un anneau de 14 mètres tout en étant soumise à un puissant champ magnétique. Les oscillations du muon qui en ont résulté étaient bien plus importantes que prévu, ce qui a amené les physiciens à conclure à l'existence d'une force inconnue. Son action a précisément été attribuée aux oscillations inhabituelles du muon. L'erreur statistique de cette expérience étant élevée, elle n'a pas été reconnue par tous. Cependant, quelque chose influençait le muon, ce qui signifie que cela peut aussi toucher le reste. Les résultats de cette expérience seront analysés au moins jusqu'à la fin de l'année 2025, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'un verdict final sera rendu. Ce n'est pas la seule expérience menée dans ce sens. Des courses de particules ont également été organisées au grand collisionneur de Hadron, et les conclusions étaient similaires. La 5e force existe. Si oui, on pourrait tuer d'un coup des centaines de lièvres. Après la découverte de la 5e force, les astronomes répondront à de nombreuses questions et énigmes non résolues. De plus, il est possible que l'énergie noire n'existe pas du tout, et qu'à sa place il y ait justement cette 5e force qui accélère l'expansion de l'univers à des proportions inimaginables.
Examinons le problème différemment. Imaginons que le modèle standard inclut une force supplémentaire. Qu'est-ce qui changera exactement dans notre vie quotidienne ? Absolument rien, mais à l'échelle du macrocosme, c'est tout à fait possible. Tout d'abord, il faudra doubler l'âge de notre univers. Il atteindra environ 27 milliards d'années. Qu'est-ce qu'il y a ? Déjà maintenant, les calculs mathématiques diffèrent beaucoup de ce que le télescope James Webb et d'autres appareils envoient sur Terre. Deuxièmement, lorsque nous aurons rassemblé toutes les pièces du puzzle et trouvé ce fameux 5e élément, tant convoité, la mécanique quantique et la théorie de la relativité finiront enfin par s'accorder, comblant toutes les lacunes, imprécisions et contradictions. C'est pourquoi les scientifiques recherchent avec un zèle redoublé des anomalies dans les résultats des expériences, essayant de trouver des divergences entre la pratique et la théorie qui serviraient de preuve de la présence d'une force supplémentaire de la nature. Les astrophysiciens affirment également que la 5e force pourrait, en termes d'intensité, être comparable à la gravité. Cela signifie qu'elle pourrait être bien plus faible que l'interaction forte et l'interaction faible. À quelle distance la 5e force pourrait-elle théoriquement agir ? On pense qu'elle agirait à des distances allant de l'ordre du millimètre jusqu'à l'échelle de l'univers. Il faut aussi évoquer la particule pouvant véhiculer la 5e force. De quoi s'agirait-il ? Les astrophysiciens ont déjà une réponse approximative. Il s'agit de la particule X17. D'où vient ce nom étrange ? Il est basé sur la masse de ce boson, mesuré en électronvolts. Là encore, c'est-à-dire son existence n'a pas été prouvée expérimentalement. Mais des physiciens hongrois ont proposé en 2015 cette particule comme cause de certaines anomalies qui apparaissent régulièrement lors de certaines expériences. En bref, tout au long de leurs expériences. Au lieu que le nombre de paires électrons-positrons diminue lors du bombardement d'une cible de lithium-7 par des protons, leur nombre, au contraire, a augmenté de façon spectaculaire. Les expérimentateurs ont conclu qu'une particule inconnue avait participé au processus, d'où ce résultat étrange et imprévisible. D'ailleurs, lors de cette expérience, les astrophysiciens tentaient de détecter des photons noirs, également des particules élémentaires hypothétiques, qui composeraient, selon les suppositions, la matière noire. Mais ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé. Les spécialistes hongrois ont répété l'expérience avec d'autres isotopes, obtenant toujours le même résultat. Ainsi, il ne peut être question de hasard. Ces expériences ont intéressé les scientifiques de l'Université de Californie, qui ont abouti aux mêmes conclusions. Il est probable que la particule de la 5e force ait été découverte. Bien sûr, la théorie fait également l'objet de critiques. Tout le monde ne croit pas qu'une nouvelle particule ait soudainement été découverte dans une plage relativement bien étudiée. Cela montre que les scientifiques hongrois, contrairement aux britanniques, ne sont pas dignes de confiance. Je plaisante. De plus, Andrei Rostovtsev, de l'Institut des problèmes de transmission de l'information, a rappelé avec ironie l'expérience Opera, qui aurait montré des neutrinos voyageant plus vite que la lumière. Mais il s'est avéré qu'en réalité, un câble était simplement mal branché dans le laboratoire. Le facteur humain, on n'y peut rien. En plus de la particule X17, le boson Z et le leptoquark sont aussi proposés comme porteurs potentiels de la 5e force. Quoi qu'il en soit, l'humanité est très probablement à l'aube de l'émergence d'une nouvelle physique ou d'une physique au-delà du modèle standard. Théoriquement, elle est développée depuis longtemps pour expliquer tout ce que nous envoient en fait les télescopes et qui ne rentre dans aucun des modèles physiques existants. Quel problème la nouvelle physique est-elle censée résoudre ? Bien sûr, en y incluant la 5e force. Malheureusement, le modèle standard est incapable d'expliquer beaucoup de choses. Le processus de gravitation, le fait que les neutrinos ont une masse, alors qu'on les considérait auparavant comme des particules sans masse, ainsi que le comportement étrange du muon et l'asymétrie de la matière. Voilà tout ce que la physique au-delà du modèle standard pourrait expliquer. Mais ce n'est pas le but ultime. Les scientifiques, à la suite de nombreuses recherches et expériences, cherchent à formuler une théorie du tout. Un conglomérat physico-mathématique unifié qui expliquerait tous les phénomènes de l'univers sur la base des interactions fondamentales, c'est-à-dire des forces. Cependant, les faits montrent qu'il reste beaucoup à faire avant d'établir cette loi universelle. Qu'est-ce qui attend l'humanité ensuite ? La Terre ressemble à une voiture, lancée à toute allure à travers l'obscurité du temps et des espaces, mais la visibilité du conducteur est constamment limitée.
De temps en temps, des angles morts apparaissent à côté de notre bolide de pierre. Les angles morts, ce sont des anomalies inexplicables du point de vue du modèle standard. C'est pourquoi les physiciens, comme des fanatiques religieux croyant à la venue du Messie, attendent que la cinquième force salvatrice apparaisse et remette tout en ordre. Et tant que cela n'est pas arrivé, nous continuons à nous occuper du quotidien. Nous avons de la chance. Nous vivons à une époque où la science de l'espace progresse à pas de géant. Nous avons appris beaucoup de choses sur les galaxies lointaines grâce aux télescopes de haute technologie et aux sondes de recherche. Nous avons reçu de nombreuses images d'un univers si différent, si étonnant. Tout cela ressemble à des scènes d'un film de science-fiction où l'espace est un lieu confortable et compréhensible. Cependant, tout l'univers n'est pas comme ça. Il existe des planètes complètement plongées dans l'obscurité, et il y a des mondes dont les conditions nous rappelleraient l'enfer décrit dans les écrits chrétiens. Parfois, nous rencontrons des planètes où tout est étrange. Et aujourd'hui, nous allons parler précisément de celles-ci. Quelles sont-elles et pourquoi pouvons-nous les considérer comme anormales ? En général, parmi les nombreux mondes, nous nous concentrons sur les planètes très dangereuses ou susceptibles d'abriter la vie. Nous parlons souvent de ces deux catégories et avons réalisé de nombreuses vidéos sur ces planètes sur notre chaîne. Cependant, nous allons maintenant nous concentrer sur une autre catégorie qui attire l'attention des scientifiques, à savoir les planètes anormales. Sur celles-ci, les processus ne se déroulent pas comme ils le devraient. De telles planètes nous poussent à douter de la validité des lois fondamentales de l'astrophysique, et pas seulement elles. Commençons par la naine jaune qui se trouve dans le système haute définition 80606. À bien des égards, elle ressemble à notre Soleil. Autour de cet astre orbite la planète haute définition 80606b où règne un climat assez instable. Cet objet se déplace vers le bord du système à toute vitesse, poursuivant son étoile parente. Cette planète était classée parmi les géantes gazeuses. Sa masse est 4 fois supérieure à celle de Jupiter. Il est intéressant de noter que les satellites de cette planète pourraient avoir une température semblable à celle de la Terre. Cependant, les conditions sur l'exoplanète elle-même sont très instables, car l'objet s'approche rapidement de son étoile. La distance entre eux diminue de 30 fois en seulement 55 jours. Les variations de température sont vraiment frappantes. Si l'on prend les points les plus bas de l'orbite, la température à la surface peut doubler en seulement 6 heures. De tels écarts de température provoquent dans lieu des ouragans très puissants, dont la vitesse peut atteindre 5 km par seconde. On ne pourrait pas y échapper. Cependant, les cataclysmes ne s'arrêtent pas là. L'exoplanète est secouée par des ondes de choc qui se produisent à cause de l'expansion rapide de l'atmosphère. Maintenant, nous allons parler d'un système qui se trouve à 434 années-lumière de notre Terre. Ici, il y a une planète intéressante que nous appelons Super Saturne, ou J1407b. Son étoile ressemble beaucoup au Soleil. Le Super Saturne lui-même est un peu plus massif que son homonyme du système solaire, et même que Jupiter. Pourquoi la planète s'appelle-t-elle Super Saturne ? Elle possède aussi un système d'anneaux bien plus grand, avec environ 37 anneaux dont la masse totale dépasse celle de notre planète. Pourtant, ce système d'anneaux reste complexe. Elle-même est très instable. Certaines de ses parties se détachent et s'éloignent de la planète, tandis que d'autres, au contraire, tombent à sa surface. L'atmosphère de la planète est surtout faite d'hélium et d'hydrogène. Les scientifiques supposent que Super Saturne est encore en phase de formation. Son âge approximatif est d'environ 16 millions d'années. À l'intérieur de la planète, il y a un noyau massif composé de métaux. Il est tout à fait probable que Super Saturne possède un satellite massif, qui pourrait repousser de sa propre orbite des objets extérieurs, créant ainsi un vide dans le système d'anneaux. En général, un tel système peut contenir de nombreux satellites similaires. En tenant compte de tous les facteurs, des forces de marée au flux lumineux provenant de l'étoile, on peut en conclure que les conditions de température là-bas pourraient être tout à fait confortables. Le ciel vu depuis la surface d'un tel satellite peut être très beau. À cause de la forte luminosité, la nuit ne serait pas aussi sombre et au-dessus de nous, nous verrions de longues bandes de lumière. Cependant, tout ne peut pas être aussi parfait ici. Puisque les objets sont relativement proches, ils subissent l'influence des forces de marée les uns des autres. Si un satellite possède un océan, de puissantes vagues s'y formeront régulièrement, recouvrant d'immenses zones.
Et bien sûr, comment ne pas mentionner les éruptions volcaniques? Nous nous déplaçons en 2009. Dans une région distincte du système Kepler 413, un corps céleste inconnu est apparu entre notre planète et l'étoile lointaine, comme s'il la cachait. Apparemment, rien ne semblait inhabituel. Il s'agissait probablement du déplacement d'une exoplanète, ce qui représentait pour les scientifiques la découverte d'un nouvel objet cosmique. Cependant, tout ne fut pas si simple. Les scientifiques ont attendu 180 jours, mais ce déplacement attendu n'a jamais eu lieu. Bonne nouvelle, pendant cette période, les paramètres de l'exoplanète ont pu être déterminés. C'est une géante, son rayon dépasse de 40% celui de Jupiter et sa masse est plus de 25 fois celle de la Terre. L'exoplanète a été baptisée Kepler 413b, mais que lui est-il arrivé? Après que le déplacement supposé ne se soit pas produit, l'objet a tout simplement disparu. Les capteurs de nos appareils ne le détectaient tout simplement plus. Les scientifiques ont d'abord supposé que le nuage de poussière près de l'étoile pouvait être ce que les exoplanètes avaient laissé derrière elles. Cependant, les événements suivants ont été choquants. Après 800 jours, l'exoplanète était de nouveau au même endroit. Quelque temps plus tard, elle a de nouveau disparu aussi soudainement que la fois précédente. Un tel comportement étrange de l'exoplanète est longtemps resté sans explication. Cependant, la situation a finalement été clarifiée. Tout réside dans l'orbite de Kepler 413b. Elle a ses propres particularités. L'exoplanète se trouve très près d'un système stellaire binaire. Les forces gravitationnelles agissent constamment sur Kepler 413b, ce qui influence donc son orbite. En conséquence, la trajectoire du mouvement est trop fortement décalée. Lorsque ce décalage atteint son maximum, l'exoplanète disparaît simplement de notre champ de vision. L'orbite de l'exoplanète se décale d'environ 2,5 degrés, dans un sens comme dans l'autre tous les 11 ans. Vu ces changements soudains, il est logique de supposer que le climat de l'exoplanète est très instable. Il était impossible d'éviter les brusques changements de température. En fait, la zone qui reçoit le plus de lumière de l'étoile se déplace constamment vers les pôles et revient en arrière. C'est probablement pour cela que de grandes forces émergent à la surface de l'exoplanète. Nous n'en avons jamais vu de telles, même sur Jupiter. Si des ouragans entrent en collision, il se produit des éruptions atmosphériques qui s'échappent dans l'espace défiant la gravité. De telles éruptions peuvent rester quelque temps au-delà de l'atmosphère de l'exoplanète, mais ensuite les forces gravitationnelles finissent par l'emporter et les ramènent en arrière. Oui, les humains n'auraient sûrement pas survécu là-bas. Nous approchons maintenant du système. Kepler 36, situé à 1530 années-lumière de notre planète. Au centre se trouve une étoile dont la masse est presque identique à celle du Soleil. Cependant, le rayon du Soleil est inférieur de 62% à celui de cette étoile. Cet astre est entouré de deux objets. Une petite copie de Neptune avec des températures élevées et une super-Terre à la surface rocheuse. Tous les 97 jours, ces deux planètes s'approchent l'une de l'autre à une distance minimale, presque à 2 millions de kilomètres. Dans l'univers, c'est insignifiant. Bien sûr, les forces gravitationnelles énormes des deux planètes entraînent des changements catastrophiques. Ceci est particulièrement flagrant sur la super-Terre Kepler 36b, où des fractures de la croûte et de violents séismes sont fréquents. Bien sûr, il y a aussi de puissants volcans. Ils éjectent d'énormes quantités de lave, qui forment des lacs et des océans en fusion. La température sur Kepler 36b serait d'environ 700 degrés Celsius. Le rayon de la planète est 1,5 fois supérieur à celui de la Terre. Sa densité est également plus élevée, d'environ 30%. Kepler 36b est probablement composé de fer et d'autres métaux lourds. Il pourrait s'agir d'une géante gazeuse qui a perdu son enveloppe atmosphérique. Kepler 36b peut donc être considéré comme une planète chtonique hypothétique. Parlons maintenant de la deuxième planète, qui a été nommée Kepler 36c. Puisque cet objet se trouve très près de son étoile, comme dans le cas de la super-Terre, les températures y sont élevées, autour de 655 degrés Celsius. Le rayon de Kepler 36c est presque 4 fois supérieur à celui de la Terre. Il est très probable que la couche atmosphérique assez dense soit composée d'hélium, d'hydrogène et d'azote. Un tel système planétaire peut engendrer de nombreux phénomènes destructeurs. Bien sûr, la gravité des deux planètes modifie leurs orbites.
Tous les processus sont perturbés, ce qui fait qu'il nous est difficile de prévoir comment le système évoluera par la suite. Les scientifiques le supposent qu'un jour ou l'autre, les deux planètes entreront en collision et, en se désintégrant, ne laisseront derrière elles qu'une multitude de fragments. Cela perturbera encore davantage l'ordre au sein du système, si tant est qu'il n'y en ait jamais eu un. Dans le monde des anomalies cosmiques, chaque planète, chaque étoile ressemble à une page d'un roman de science-fiction. Sous leur apparence banale à première vue, se cache une profondeur inexplorée qui élargit notre compréhension de l'univers. Ces anomalies y semblent sans défier notre conception des lois de la nature, nous invitant à explorer non seulement les frontières extérieures de l'espace, mais aussi les limites de notre propre compréhension. Nous mèneront-elles à de nouvelles découvertes ou ne feront-elles que souligner l'incomplétude de nos connaissances ? Vous êtes-vous déjà demandé si nous pouvions changer au point que nos proches cesseraient complètement d'être nos parents ? C'est le cas par exemple de Scott Kelly. Il avait un frère jumeau identique, Mark. Oui, il en avait un, car après de nombreuses années, il s'est avéré que leur acide désoxyribonucléique ne correspondait plus du tout. Ça paraît sombre, effrayant. Et si on vous disait que tout cela est la faute de l'espace ? Mark et Scott sont-ils vraiment des jumeaux ? Cependant, Scott est devenu un astronaute recordman, qui a passé 340 jours et 8 heures dans l'espace. C'était une expérience très importante, car elle permettait aux scientifiques d'observer comment le corps humain change dans de telles conditions. Pour Scott Kelly, son code génétique a notablement changé. Bien qu'il faille dire que les gens réagissent différemment à de telles conditions. Nous ne connaissons toujours pas toutes les issues du possible. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'influence invisible mais puissante de l'espace. Et si nous regardions ces anomalies, quelles pourraient en être les conséquences pour nous ? Pour commencer, nous allons discuter plus en détail de l'expérience menée sur Scott Kelly. Avant son vol dans l'espace, il a été minutieusement examiné. Pour observer précisément tous les changements dans l'organisme de Scott, son acide désoxyribonucléique a été comparé à celui de son frère Mark. Comme on pouvait s'y attendre, ils se sont révélés identiques, puisque les deux hommes étaient des jumeaux monozygotes. Les scientifiques pro-Yakrant prévoyaient des changements majeurs dans l'organisme de Scott après l'expérience, mais ont été surpris par leur nature. Au final, premièrement, la microflore intestinale est devenue complètement différente, et la formation des os a également légèrement changé. Deuxièmement, les télomères présents dans les chromosomes des cellules sanguines sont devenus plus longs. Troisièmement, ce qui est le plus intéressant, Scott est devenu plus grand que son jumeau, alors qu'avant l'expérience, ils étaient de la même taille. Très probablement, c'était une réaction de l'organisme au manque d'oxygène et à la gravité réduite. Considérant ces transformations comme une réaction au stress, il est logique de penser que tous les indicateurs devraient revenir à la normale avec le temps. Les scientifiques ont observé Scott et constaté qu'avec le temps, sa microflore intestinale, la longueur de ses télomères et même sa taille sont revenus à la normale. L'espace n'est pas seulement magnifique, il est aussi effrayant. Toute cette histoire rappelle le scénario d'un film d'horreur de science-fiction comme Horizon lointain, où les personnes qui ont regardé au-delà des frontières de l'espace connu devenaient de véritables monstres. Mais laissons de côté nos fantasmes. Vous ne vous êtes sûrement jamais demandé comment les astronautes vivent leur mission dans l'espace. Des troubles du système nerveux, une déformation des globes oculaires, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'espace fait peur, et il effraie non seulement par sa force destructrice invisible, mais aussi par son vide. Oui, il nous semble que à chaque pas dans l'univers, il y a des galaxies et des amas d'étoiles, mais ce n'est pas le cas. Sur la base de calculs mathématiques, la quantité de matière dans l'espace équivaut à 0, suivi de 20, 0 et 42 à la fin. Cela nous indique que, très probablement, en un point aléatoire de l'univers, nous ne verrons rien autour de nous. Nous serons entourés uniquement par le vide. Et même si nous nous retrouvons près de la nébuleuse sombre Bernard, 68, nous ne verrons encore rien. Bien qu'il y ait beaucoup d'astres brillants là-bas, tout cela parce que le nuage réfléchit la lumière qui en provient vers l'arrière. Pour un puissant télescope, ce n'est pas un problème, mais pour l'œil humain, c'est différent. Cependant, revenons à la question de la matière. Nous avons déjà compris que sa part dans l'univers n'est pas si grande, même si, sur les images de l'univers, il nous semble que ce n'est pas le cas, que les filaments de matière sont partout. Mais même ces 20% de matière présents dans tout l'univers ont une densité très faible.
C'est une autre raison pour laquelle l'espace en réalité n'est pas du tout comme sur les photos. C'est assez étrange à entendre. En rassemblant toute la matière en un seul cube, son côté serait bien plus petit que la distance entre le centre de la Voie lactée et notre Soleil. Et gardez à l'esprit qu'ici, tout est littéralement inclus, y compris les amas de galaxies, à côté desquels une galaxie ressemble simplement à un grain de sable. Nous autres terriens avons de la chance. La nuit, sous un ciel dégagé, nous pouvons voir les étoiles. Mais comment vivent les mondes privés de cette possibilité ? Plus précisément, imaginons qu'il existe quelque part et très loin une civilisation qui vit sur une planète entourée d'un vide impénétrable. Comment cette civilisation hypothétique se serait-elle développée ? Aurait-il même développé un domaine tel que l'exploration spatiale, ou bien aurait-il pensé qu'il n'y avait rien au-delà de leur monde ? Si les extraterrestres existaient vraiment et vivaient dans un tel monde, on ne pourrait que les plaindre. En effet, ils n'auraient pas pu découvrir l'existence de nombreux phénomènes étranges. Par exemple, concernant le nuage de trous noirs APM 08270. Cette masse de plus de 52-55, elle est 20 fois plus grande que le Soleil, et l'énergie qu'elle émet est des millions de fois supérieure. Ce fait est déjà impressionnant. Cependant, ce n'est pas tout. Un nuage de vapeur d'eau s'est formé autour du trou noir. Oui, vous avez bien entendu. Et la quantité d'eau là-bas est 1 trillion de fois supérieure à celle de la Terre. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé comment une structure aussi étrange s'est formée. Un jour, nos appareils ont détecté une planète géante noire. Il s'agit du géant gazeux trait de B et elle en est remarquable car elle absorbe 99% du rayonnement lumineux de son étoile. En conséquence, la température à sa surface atteint presque 1000 degrés Celsius. On peut également observer une lueur rougeâtre autour de la planète. Cela se produit justement à cause des températures élevées. Il nous semble que trait de B est parfait pour les recherches scientifiques et les films de science-fiction. En fait, pour trouver quelque chose de sinistre, pas besoin d'aller loin. Il y a plein de phénomènes intéressants dans notre propre système solaire. Voici une photo prise en 2014 par l'Observatoire de la dynamique solaire de la National Aeronautics and Space Administration. Oui, c'est notre Soleil. Pourtant, sur cette image, il ressemble à une citrouille d'Halloween. Ça a l'air un peu effrayant, mais en réalité, c'est simplement l'activité à la surface du Soleil, un phénomène tout à fait normal. Mais si l'on regarde Mars, ses particularités alimentent les théories du complot. En 2016, le rover Curiosity nous a fourni une série de photos de la surface de la planète. Et là, des observateurs particulièrement attentifs ont remarqué une cuillère et un poisson fossilisés. Alors cela va du loin, cela signifie-t-il qu'il y a eu de la vie sur Mars autrefois, ou bien que quelqu'un a déjà visité la planète rouge ? Quelqu'un d'autre que nous. Cela semble fantastique, mais ce n'est qu'une simple forme de pierre. Ici, tout est beaucoup trop prosaïque. L'espace ne se contemple pas seulement, il s'écoute aussi. Oui, il y règne le vide, et dans nos oreilles, il ne reste qu'un silence assourdissant. Cependant, la National Aeronautics and Space Administration a converti les émissions radio en ondes sonores. Ainsi, nous avons eu la possibilité d'entendre notre système solaire. Voici le son de Titan, Saturne, Jupiter, du Soleil et d'autres. Écoutez.
L'espace, ce n'est pas seulement un ciel parsemé d'étoiles. C'est une force immense qui oblige l'homme à jouer selon ses règles, pleines de phénomènes inexplicables. On ne plaisante pas avec l'espace. Nous en savons si peu à son sujet. Et comme on dit, l'inconnu peut être très dangereux. Voyager à nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de cet incroyable engin spatial sur cette chaîne. Depuis des années, il détient le titre d'objet créé par l'homme le plus éloigné de la Terre. Voyager 1 est aujourd'hui à 24 milliards de kilomètres de la Terre. La sonde a été lancée le 5 septembre 1977. Bien sûr, sa mission n'a pas été sans accroc. Voyager 1 a rencontré des problèmes et ces derniers mois, on n'avait plus de nouvelles de la sonde. Il était évident qu'il y avait eu une panne. Vu l'âge déjà très avancé de Voyager, un tel développement n'a rien de surprenant. Et après un long silence, la sonde ensemble qu'est de si do ponto. La sonde nous a finalement envoyé un signal. Comment cela s'est-il produit? Quelle était la nature de la panne? Et le problème a-t-il vraiment été complètement résolu? Les scientifiques de la National Aeronautics and Space Administration avaient travaillé dur pour résoudre les problèmes de la sonde, mais cela a entraîné de nombreuses difficultés. Tout d'abord, comme Voyager est déjà un vieux monsieur, les technologies utilisées pour Kamsé pour sa création sont depuis longtemps obsolètes. Et la situation n'a pas beaucoup changé, même après plusieurs mises à jour du système. Pour que vous compreniez l'ampleur du problème, les systèmes de Voyager sont capables de recevoir 8000 commandes, alors que ce chiffre pour nos smartphones atteint 100 milliards de commandes par seconde. Deuxièmement, tout cela entraîne un autre problème. L'équipe qui travaillait sur Voyager au premier stade s'est déjà retirée depuis longtemps. Les scientifiques actuels ont vraiment dû se donner du mal en étudiant les archives. Comprendre le fonctionnement des systèmes de l'appareil n'a pas été facile. Pour comprendre la nature de la panne, nous allons vous parler un peu des ordinateurs de Voyager. Ils fonctionnent en système binaire. Pour transmettre des informations, elles utilisent 2 bits en termes simples, les chiffres 0 et 1 0, et peuvent former différentes combinaisons pour transmettre des informations, par exemple sous forme d'images ou de signaux sonores. Réfléchissez-y simplement, tant de données variées nous parviennent grâce à ces 2 chiffres. Cependant, il convient de préciser qu'avant d'être envoyées sur Terre, les données sont transformées en un signal porteur modulé. Ce type de signal peut transporter des informations. Les données arrivent également sur Terre grâce à un système d'antennes radio situé à différents endroits de notre planète. Ce système est appelé réseau de l'espace lointain ou simplement le réseau de l'espace lointain. Elle est nécessaire pour assurer la réception ininterrompue des informations de tous les engins spatiaux et pour éviter les problèmes qui pourraient survenir à cause de la rotation de la planète. À bord de l'appareil, il y a 3 ordinateurs et justement, des dysfonctionnements sont survenus avec l'un d'entre eux. C'est l'ordinateur de gestion des données de vol du système de données de vol. Elle est particulièrement importante pour nous car elle rassemble à la fois les données sur la zone de l'espace observé et sur le fonctionnement de l'appareil lui-même. C'est l'ordinateur de gestion des données de vol qui transmet ces informations au bloc de modulation de télémétrie TMU, lequel, après traitement, les envoie à la Terre. Et la dernière fois, le système de modulation de télémétrie nous a envoyé un signal assez étrange, qui n'était qu'une masse illisible de chiffres. Les scientifiques ont constaté que le système ordinateur de gestion des données de vol fonctionnait mal et altérait les données. Des situations similaires surviennent souvent avec les engins spatiaux. Et alors, ils redémarrent un peu simplement le système, c'est-à-dire qu'ils utilisent la méthode bien connue de tout le monde, éteindre et rallumer. Et dans la plupart des cas, cela a aidé. Ils ont ainsi résolu des problèmes sur Hubble et Voyager 2 en 2010 en appliquant la même méthode à Voyager 1. Après le redémarrage, le système ordinateur de gestion des données de vol ne fonctionnait toujours pas correctement. Les scientifiques, à la recherche d'une solution, ont dû étudier d'énormes volumes d'informations sur les systèmes de Voyager et le processus de leur développement. C'est alors qu'une hypothèse est apparue. Le problème résiderait dans la puce électronique. Pour vérifier si c'était vraiment le cas, les scientifiques ont lancé la soi-disant commande POKU, qui permet d'interagir directement avec le matériel du système en modifiant les paramètres nécessaires. Avec la commande POKE, ils ont déclenché le traitement de l'information dans un ordre différent dans le système ordinateur de gestion des données de vol. Lorsque les scientifiques ont reçu une nouvelle série de données, ils les ont comparées à celles obtenues avant l'apparition de la panne. Il était évident que le formatage ne se faisait plus comme avant. Et puis, il s'est avéré qu'une des puces avait cessé de fonctionner. Cela a endommagé environ 3% de la mémoire du système ordinateur de gestion des données de vol qui contenait aussi un code logiciel important. C'est une panne grave qui ne se règle pas par un simple redémarrage,
La solution était difficile à trouver car la puce était irréparable. Les scientifiques ont alors envisagé de déplacer ce code vers une autre zone de mémoire intacte. Cependant, il était impossible de le faire, car aucun compartiment n'était assez grand pour l'accueillir. Les scientifiques ont pris des mesures extrêmes en scindant le code en plusieurs parties, pour les déplacer vers d'autres cellules, tout en gardant leur fonctionnalité. Ce processus a pris pas mal de temps pour que les scientifiques puissent remplacer correctement certains composants du code. Il était important de séparer la partie qui était responsable des informations sur les caractéristiques techniques de l'appareil. Le 18 avril, elle a été transférée ailleurs. Ensuite, Voyager a reçu l'ordre de préparer les données pour les envoyer sur Terre. Leurs scientifiques les attendaient impatiemment, car elles devaient en confirmer la résolution des problèmes. Le 20 mai, le jour J est enfin là. En effet, tout a fonctionné, et désormais les scientifiques pouvaient surveiller l'état de tous les composants de Voyager. Pour célébrer cet événement, la National Aeronautics and Space Administration a publié un message sur sa page avec les mots « Salut, c'est moi ». Cependant, les dysfonctionnements ne sont pas totalement résolus. Les scientifiques doivent encore accomplir une deuxième étape pour que le système ordinateur de gestion des données de vol puisse collecter des données de l'espace et les traiter correctement. Actuellement, à la National Aeronautics and Space Administration, ils continuent de transférer les codes vers les compartiments de mémoire ordinateur de gestion des données de vol non endommagées. Les informations de Voyager 1 sont très importantes pour nous, car il se trouve très loin de notre planète et peut étudier des phénomènes tels que les rayons cosmiques que nous ne pouvons pas explorer avec d'autres appareils. Bien que Voyager 1 s'éloigne de plus en plus de nous et que nous rencontrions de plus en plus d'obstacles, l'appareil continue de fonctionner. Il est très probable que les deux Voyagers auront épuisé leur énergie après 2025. Ensuite, ils voyageront seuls à travers l'immensité de l'univers, ayant perdu tout contact avec la Terre. Dans 40 000 ans, Voyager 1 pourrait s'approcher de l'étoile Gliese 445 dans la constellation de la Girafe. Cependant, nous sur Terre ne le saurons jamais, et il se peut même que l'humanité n'existe plus alors. En observant les deux Voyagers, nous pensons de plus en plus à tout le travail difficile et minutieux qui se cache derrière ces appareils, à toute l'énergie investie dans ce projet. Tout comme les scientifiques des années 70, nos contemporains considèrent que les Voyagers occupent à jamais une place importante dans la science spatiale. Et vous, pensez-vous que nous recevrons encore des nouvelles de ces appareils ?